Ils ont beau être déjà éliminés de la Coupe du Monde, les Belges ont fait parler d'eux ce week-end en remportant les 6 heures de Sao Paulo avec le team WRT. Et puis c'est le Grand Prix de Belgique de Formule 1 ce week-end. On parle de tout ça tout de suite dans l'émission Auto Hebdo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 44e émission Auto Hebdo. Je suis aujourd'hui accompagné de Lucas Bartolomeo, un Belge. Justement, on parlait de la Belgique en ouverture. Désolé pour ce petit tacle. Comment ça va, Lucas ? Ça va, je comprends mieux le petit sourire que tu avais avant de démarrer ton introduction. Voilà, tout s'explique. Oui, bah écoute, on tourne ça avant la demi-finale de la Coupe du Monde France-Espagne, donc peut-être que si on avait tourné ça demain, j'aurais moins fait le fier. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Pour le moment, on va parler sport auto. Toi, tu vas nous raconter ton week-end MotoGP au Sachsenring en Allemagne où tu étais. Mais avant ça, on va d'abord rejoindre Valentin Glo, notre envoyé spécial à Sao Paulo, qui était là-bas pour les 6 heures de Sao Paulo, la 4e manche du championnat du monde d'endurance. Vous l'avez peut-être vu, ça a été remporté par la BMW numéro 15, la première victoire de la BMW numéro 15 en WEC, deuxième victoire pour le constructeur allemand qui avait déjà gagné à Spa avec la numéro 20 en début d'année. Donc BMW s'affirme de plus en plus et pour ça, Valentin, tu es donc dans ta chambre d'hôtel à Sao Paulo. Est-ce que selon toi, BMW devient finalement un candidat crédible au titre puisqu'ils ont pris la tête des championnats ? Bonjour Cyprien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au Brésil où nous avons assisté aux 6 heures de Sao Paulo ce dimanche avec une magnifique victoire pour BMW, la numéro 15 de Dries Venter, Raffaele Marciello et Kevin Magnussen. C'est une grande première pour cette voiture qui n'avait encore jamais gagné en WEC. René Rast et Robin Frijns sur la numéro 20, celle qui avait gagné à Spa et qui a fait podium au Mans, est désormais en tête du championnat pilote à égalité de points avec la Toyota numéro 7 de Nick De Vries, Camille Kobayashi et Mike Conway. Tandis qu'au championnat constructeur, c'est très serré, c'est toujours Toyota qui est en tête malgré leur 0 pointé ce week-end, mais BMW ne revient qu'à 5 petits points. La BMW numéro 20 de Robin Frijns, René Rast et Sheldon van der Linde a initialement terminé au 6e rang, ce qui la mettait toute seule en tête du championnat et ce qui mettait BMW en tête du championnat constructeur avec un petit point d'avance sur Toyota. Néanmoins, une pénalité de 5 secondes a été affligée à cette voiture après la course pour un accrochage dont René Rast a été tenu responsable, un accident avec Antonio Focco sur la Ferrari numéro 50. BMW perd 2 places, elle termine finalement 8e. Et donc, c'est Toyota qui garde la tête au championnat constructeur, et tandis qu'au classement pilote, la numéro 20 est à égalité avec la Toyota numéro 7. Quant à l'action de savoir s'ils peuvent prétendre au titre, oui, tout à fait. Après 4 courses dans ce championnat du monde, donc à mi-saison, seulement 2 constructeurs se sont imposés depuis le début de l'année, Toyota et BMW. Le constructeur allemand est la belle surprise de cette saison. Je vous propose également d'écouter Kevin Magnussen, ancien pilote As en Formule 1 notamment, qui aime décidément le Brésil puisque c'est sur ce même circuit où il avait signé sa seule pole position en Formule 1, c'était en 2022. Kevin Magnussen qui s'est arrêté à notre micro après sa victoire, sa toute première en WEC et avec BMW. Very pleased and proud of our side of the team. Well, I think BMW has been very, very strong this year and you know, we're almost leading the championship. I think we're 1 point behind now, but yes, you know, with our luck at Le Mans, I think that's a pretty good standing at this point in the championship. So super pleased. Félicitations en effet à BMW et à Kevin Magnussen pour cette première victoire. Ça aurait pu être une victoire d'Alpine, mais les Français ont tenté une stratégie un peu décalée qui a finalement pas fonctionné. Qu'est-ce qui leur est arrivé, Valentin ? Du côté des constructeurs français, c'est un peu la douche froide, cette course à Sao Paulo. Pourtant, tout avait bien commencé de côté d'Alpine avec une très belle performance de Victor Martins en qualification. Faut savoir que le pilote français n'avait encore jamais roulé en qualification en WEC et pour sa grande première, il a pris une très belle 3e place en hyperpole. Très proche même de signer la pole position à moins d'un dixième du temps de Will Stevens sur la Cadillac numéro 12. Donc c'était de bon augure, surtout que l'autre Alpine, la numéro 35 partait elle 5e. Malheureusement en course, ça s'est moins bien passé. La numéro 35 est perdue tout de suite des places, s'est retrouvée en fond de top 10. On a donc tenté chez Alpine de décaler sa stratégie. Ce qui a longtemps marché. On a longtemps vu la numéro 35 de Ferdinand Asbourg, Antonio Félix da Costa et Charles Milesi prendre régulièrement la tête grâce à cette stratégie décalée. Malheureusement,
une crevaison dans la dernière heure de course a coûté tout espoir de victoire de podium à cette voiture. Et ce week-end à Interlagos, c'était également les grandes premières sur ce circuit de Victor Martins chez Alpine et de Théo Pourchaire chez Peugeot, les deux anciens pilotes de Formule 2 français. Et je vous propose d'écouter leurs impressions sur cette grande première sur le circuit Pauliste. C'est un circuit assez particulier, c'est très plaisant, hein, notamment à rouler avec une hypercar, même si les virages serrés qui se suivent, ça reste une voiture qui est quand même lourde, donc compliqué à trouver le grip avec, donc c'est pas facile avec les GT, notamment le trafic, c'est un circuit court avec beaucoup de virages lents, donc c'est vrai de faire la différence avec les GT et de trouver des opportunités rapidement, c'est pas simple, mais c'est tout le monde pareil. Moi c'était ma première expérience ici, j'ai regardé des vidéos, j'ai pu me préparer, mais c'est vrai qu'on le vit dans le moment, c'est pas pareil, on découvre un peu des nouvelles choses, mais je suis quand même content parce que j'ai pas eu des moments où je me suis dit j'aurais pu faire 10 fois mieux, là j'ai pas bien réagi ou pas bien géré cette situation. Je suis plutôt content et satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est juste que voilà, cette crevaison elle nous a fait du mal. C'est un des plus beaux circuits du monde et la sensation quand on roule dessus, déjà on sait que c'est un circuit légendaire avec la magnifique peinture sur le pit building là, d'Ayrton Senna. Il y a beaucoup d'émotions quand on roule sur une piste comme ça et moi j'ai grandi en regardant des courses de Formule 1, en jouant aux jeux vidéo sur cette piste et vraiment un rêve qui est devenu réalité et c'était vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à rouler sur cette piste. Après le week-end, ça aurait pu être un plutôt bon week-end. Malheureusement, ça se termine un peu mal. La pace était plutôt bonne. C'est ça qui est dommage, c'est que on avait un bon rythme. On aurait pu, je pense, marquer quelques points. En tout cas, on était dans le top 10 hein, tout le long de la course. Malheureusement, on a pris 2 grosses pénalités. Il y en a une, je crois que Loïc a eu un contact avec une GT, on a pris 5 secondes sur ça. Et une deuxième où il est rentré trop vite dans la voie des stands. C'est des erreurs qui arrivent. En plus, l'entrée des stands est très compliquée à Sao Paulo. On arrive à plus de 250 km/h, c'est bosselé. C'est des erreurs qui arrivent malheureusement, c'est sport auto. Donc c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que peut-être qu'on aurait pu prendre quelques points. Donc, je pense que Loïc s'en veut déjà assez d'avoir fait ces erreurs. On est une équipe, on est tous ensemble, que ce soit dans les moments, dans les bons moments ou dans les moments compliqués. Donc c'est dommage. Merci beaucoup Valentin. Et en LMGT3, ça a été donc la victoire de la Corvette numéro 34 du Racing Team Turkey by TF, l'équipe avec le Turc justement Salih Yoluk, accompagné de Charlie Swood et de Peter Dempsey qui l'emportait devant une BMW. Donc finalement c'était vraiment un bon week-end pour l'équipe de Vincent Voss. C'est la BMW numéro 69 qui était en deuxième position. Et puis en troisième position, c'est l'inoxydable Richard Litz qui a fait un très bon dernier relais pour ramener la Porsche numéro 92 de Manthey à la troisième place du podium. Donc voilà, 3 marques différentes aux 3 premières places. Merci beaucoup Valentin de nous avoir partagé ce week-end, de nous l'avoir fait vivre ici et puis évidemment sur autohebdo.fr et dans le magazine de la semaine. Mais on va passer tout de suite maintenant au MotoGP. Lucas, justement, tu étais au Sachsenring ce week-end, tu viens de nous revenir d'Allemagne, tu étais encore à Nuremberg ce matin pour te dire, pour ce Grand Prix d'Allemagne justement. Ce qui m'a pas empêché d'arriver premier au bureau. Oui, alors voilà, tout de suite. Mais en effet, parce que t'as pris un avion très tôt, c'est pour ça. Ouais, évidemment, on est tous très matinaux sinon. Bon, parlons de choses sérieuses, puisqu'il y en a un qui a pas rigolé ce week-end quand même, c'est Marc Marquez, le roi du Sachsenring, on le savait. King. Le Saxon King, quel magnifique surnom en effet. Il avait gagné 11 fois de suite, notamment sur ce circuit entre 2010 et 2021, avec une victoire en Moto 3, 2 victoires en Moto 2, puis 8 victoires ensuite en Moto GP. Il y avait une petite interruption ensuite. En 2022, il était absent. En 2023, il avait déclaré forfait pour la course parce qu'il avait chuté, il me semble, 5 fois voilà, sur le week-end. Avant ça, puis il n'aurait pas gagné. Et puis en 2024, il avait été privé de la victoire par Pecco Bagnaia. Il avait terminé deuxième. 2025, il avait gagné. En partant de très loin sur la grille, il faut le rappeler. En partant de très loin sur la grille, ça montrait quand même son aisance sur la Ducati de Gresini à l'époque. Donc 2025, je le disais, il a gagné. Et puis cette année, on le sait moins dominant, puisqu'il a été blessé à un moment, mais ça ne l'a pas empêché de signer la pole et de gagner les 2 courses. C'est ça, pole, sprint et course. Une 10e victoire au Sachsenring. Il égale Giacomo Agostini qui avait réalisé 10 victoires à Imatra sur le circuit finlandais. C'est le seul qui avait atteint ce nombre sur le circuit en MotoGP. Et puis il devient aussi recordman du nombre de pole positions sur un seul circuit, puisqu'il se bat lui-même. 9e pole position au Sachsenring, il en avait 8, lui, à Austin, au Texas. Donc, au Sachsenring, voilà. Donc, au Sachsenring, donc maintenant il en a 9. Maintenant il en a 9, et puis cette victoire, elle signifie beaucoup, puisque Marc Marquez, on le rappelle, il a été opéré de l'épaule et du pied il y a moins de 2 mois.
Et depuis son retour au Mugello, il a tout simplement remporté 3 des 5 courses qu'on a disputées. Donc cette opération, elle l'a soulagé, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il est à 100% ? Non, puisqu'on a vu à Assen que sur des circuits qui lui conviennent moins, il est encore beaucoup en difficulté. Donc sur les circuits qui tournent à gauche, Marc Marquez, il a aucun problème, il est toujours le plus dominant du peloton. Il revient maintenant à 18 points de la tête du championnat. Et moi j'ai envie de dire que dans ce top 5, il est le grand favori. Il est le grand favori, il est un de ceux qui a le plus gagné aussi, puisqu'il est donc 3e du championnat avec 3 victoires, et que les 2 pilotes qui sont devant lui, donc Rory Martin qui mène et Ayogura, ont gagné qu'une course chacun. Ouais, c'est ça. Rory Martin qui est toujours en délicatesse avec une Aprilia dont il n'arrive pas vraiment à régler parfaitement. Il cherche toujours sa base de réglage au guidon de la RSGP. On se rappelle la saison 2025 qu'il devait utiliser bien pour s'acclimater à sa nouvelle équipe et découvrir sa nouvelle moto. Il n'a pas pu en profiter à cause des blessures. Ayogura, c'est seulement sa 2e saison en MotoGP, mais c'est quand même peut-être le pilote le plus régulier à Noal. Oui, parce qu'il faut en parler. Ayogura, si vous n'avez pas vu le classement, il est quand même 2e du championnat du monde. Ouais. Le japonais le mieux classé depuis 2002 en MotoGP. Donc voilà, Marc Marquez, même s'il est diminué physiquement, l'état de 100% physiquement qu'il a maintenant, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est parce que t'es belge, c'est parce que je suis belge, voilà. C'est peut-être un état qui lui permet d'être meilleur que le reste. En tout cas, il a décidé désormais de maximiser toutes les opportunités qu'il avait d'inscrire de gros points sur les circuits qui tournent à gauche, et il y en aura encore durant la saison puisqu'il reste Aragon, Phillip Island et Valence. C'est le maître incontesté. 36 victoires en 59 départs sur les circuits anti-horaires. C'est une statistique quand même assez parlante. Et sur les circuits où il est moins à l'aise, eh bien, il va souffrir, mais essayer de rapporter le meilleur résultat, comme c'est le cas à Assen ou au Mugello. C'est sûr. Et puis bon, on va quand même faire un petit cocorico. Un petit mot rapide sur Fabio Quartararo, qui a fait quand même un bon week-end, qui n'a jamais quitté le top 10. 9e en sprint, 7e en Grand Prix. Bon, on sait qu'il pilotera plus cette Yamaha la saison prochaine, mais est-ce que c'est quand même positif pour lui et même pour la marque dans son ensemble ? C'est bien sûr positif pour lui, c'est l'opportunité aussi, c'est l'occasion de partir en vacances avec le sourire. Il a eu un déclic au niveau des réglages sur sa Yamaha. On sait aussi que Yamaha, sur un circuit qui est plus court, a plus de chances d'être proche des marques de pointe, puisque le circuit de Sachsenring ne fait que 3,8 km, et donc forcément l'écart à la fin du tour est moins grand. Donc ça lui a permis de bien se qualifier, une 6e position, et forcément quand on se qualifie bien, surtout maintenant avec l'écart qu'il y a entre les lignes sur la grille de départ, puisque ça a été c'est entré en vigueur ici au Sachsenring, il y a 12 mètres entre les différentes lignes sur la grille de départ à la place de 9 auparavant, et donc Fabio Quartararo qui a profité d'une bonne qualification pour marquer les points dans les 2 courses. Je pense que ce sera plus compliqué en deuxième partie de saison, néanmoins c'est un bon résultat qui lui donne le sourire, et donc c'est toujours bien à prendre. C'est sûr, en effet, c'est très positif pour lui. Donc en effet, tu as parlé de cet espacement des lignes qui n'a pas forcément donné entière satisfaction ce week-end. Ça faisait partie des changements du week-end, et en effet on a vu très peu de changements de position dans les premiers tours, ce qui a forcément un peu nuit au spectacle. Il y avait un autre changement qui a été annoncé, c'est les fameuses concessions dont on parle beaucoup en MotoGP, avec notamment Aprilia et Ducati qui sont désormais toutes les deux au rang B, et Honda qui passe au rang D. Est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens à quoi correspond ce système de concession, ce que ça octroie aussi aux équipes, est-ce que ça peut changer sur la suite de la saison ? C'est clair que ça peut paraître un peu flou, je vais peut-être prendre le temps d'expliquer ce système-là, parce que il faut parfois s'accrocher. Il y a plusieurs calculs qui sont réalisés chaque année en fonction du nombre de points marqués par les équipes par rapport au nombre total de points disponibles. Donc les points marqués par les équipes comparés au nombre de points disponibles sont traduits en pourcentage, et ces pourcentages vont classer les équipes à différents rangs des concessions et leur donner du coup plus ou moins d'avantages pour développer la machine. Ducati, qui dominait ces dernières années, a toujours évolué au rang A et donc avait très peu d'avantages en termes de développement. Mais avec la montée en puissance d'Aprilia, ils n'ont pas marqué assez de points que pour se maintenir au rang A. On dit maintenir, mais c'est pas forcément positif de se maintenir au rang A, puisque au rang B ils ont plus d'avantages. Et donc oui, mais d'un autre côté, si on est au rang A, c'est qu'on a marqué plus de points. Exactement. Donc, c'est pas si mal. Mais donc maintenant, Aprilia, qui évoluait auparavant au rang C, va évoluer au rang B au même titre que Ducati, et donc les deux usines auront les mêmes avantages en termes de développement. On a un autre changement dans les concessions, c'est Honda qui, après être monté au rang C pour le début de la saison, va redescendre au rang D au même titre que Yamaha.
En termes d'avantages pour Ducati, là où ils ne pouvaient pas engager des pilotes wildcard avant, ils vont pouvoir le faire. Ils en auront 3 jusqu'à la fin de la saison. Aprilia, qui avait 6 wildcards avant, n'aura plus que 3. Et Honda, le plus gros changement quand on passe du rang C au rang D, c'est la possibilité de faire rouler des pilotes officiels, donc des pilotes titulaires en MotoGP, lors d'essais privés. Donc, je vous cite les plus gros changements, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais on a fait un article qui résume tout ça sur le site. Ces changements, ils seront en vigueur jusqu'au début de la saison 2027, puisque en 2027, nouveau règlement, ça voudra dire que toutes les équipes seront remises sur un même pied d'égalité, et donc toutes les usines évolueront au rang B pour la première partie de saison 2027. Oui, avec un grand changement réglementaire en effet. Donc pour résumer rapidement, en effet, c'est plutôt Aprilia qui est perdante de ce changement, puisque Ducati récupère quelques avantages, Voilà. Aprilia en perd, et Honda finalement va plutôt aussi gagner pour peut-être réduire un peu l'écart sur KTM pour la troisième place de ce championnat constructeur. Et ben merci beaucoup Lucas pour toutes ces explications, et on te retrouve très bientôt après la pause. Du coup là tu vas pouvoir te reposer un peu, plus de MotoGP pendant un mois, et on se retrouvera pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Voilà. Alors, et là je vais laisser ma place à Mathieu pour la suite. Mais c'est magnifique, j'adore quand tu me fais cette transition. En effet, on va retrouver Mathieu Chambenois, avec qui on va parler du Grand Prix de Belgique de Formule 1 qui arrive ce week-end et des enjeux de ce Grand Prix de Belgique. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, voilà, petit week-end sans F1, sans monoplace, ça fait presque un peu bizarre. Oui, mais on retrouve évidemment le cœur du sujet, en tout cas celui qui nous concerne l'un et l'autre, à partir de cette semaine. Tout à fait, puisqu'on sera à Spa-Francorchamps tous les deux ce week-end, toi pour couvrir la monoplace et moi pour couvrir la Formule 1 évidemment. Mais tu seras aussi là un peu pour m'appuyer sur la Formule 1, puisque tu suis ça de très près. Et on va parler de ça tout de suite, avec notamment Mercedes qu'on va suivre de près. Mercedes qui a été battu à Silverstone. Est-ce que finalement c'est pas un week-end un peu décisif pour Mercedes? Est-ce que c'est pas l'occasion de reprendre une marche en avant, de relancer une dynamique, ou au contraire de commencer à se faire peur et de craindre un retour de Ferrari? Si, d'ores et déjà. Et il va falloir pour Mercedes asseoir cette domination, parce que si on prend le cas contraire et que Ferrari venait à gagner une seconde fois consécutive, alors là le doute pourrait s'installer, et qui plus est dans un timing de saison où là encore on parle moins de trêve en Formule 1 parce qu'il y a moins de pauses, mais néanmoins voilà, avant cette petite pause quand même estivale qui pourrait survenir. Donc oui, Mercedes doit gagner, Mercedes doit réaffirmer une forme de domination, et Mercedes, on va dire, pour se rassurer, ne doit pas seulement gagner, mais doit gagner avec un écart, à mon sens. Oui, ils doivent montrer que c'est eux qui ont la meilleure voiture, qui ont le meilleur moteur, etc. Est-ce que c'est pas aussi un week-end décisif pour George Russell qui s'est pas forcément illustré à Silverstone, même s'il a repris des points Kimi Antonelli? On en a parlé déjà après le Grand Prix de Silverstone. Est-ce que c'est pas l'occasion pour George Russell d'essayer d'enfin être le meilleur pilote sur un week-end, ce qui a pu être le cas depuis l'Australie? Tout à fait, d'autant qu'à Spa, historiquement, il a déjà été performant. On se rappelle notamment en 2024, quand c'est officiellement Lewis Hamilton qui l'emporte, mais c'était bien George Russell qui avait passé la ligne en premier. Donc c'est un pilote qui est capable de performer là-bas, qui a, à mon avis, toutes les armes pour le faire aussi, parce que c'est un circuit qui exige une forme d'expérience. Kimi Antonelli, qui l'année dernière était un petit peu dans le creux de la vague aussi à ce moment-là de la saison. Oui, parce qu'Antonelli, l'an dernier, il part quand même très loin sur la grille. C'est dans ce 19e, en dernière ligne avec Fernando Alonso, donc c'était vraiment pas un bon week-end. Il termine 16e en plus après. Oui, c'est ça, c'était pas un bon week-end pour Antonelli. Alors c'est pas le seul qui avait vécu des mésaventures là-bas, mais c'est vrai que oui, comme je disais, il était dans le creux de la vague, il était dans ce moment de la saison européenne qui n'allait pas pour lui concrètement, et Spa ne l'avait pas aidé à se remettre sur de bons rails. On savait que Mercedes avait fait des changements de réglage auxquels lui n'arrivait pas du tout à s'adapter, mais l'écart avec Russell était prépondérant, donc c'est vrai que George Russell va devoir espérer qu'il se passe en tout cas quelque chose d'assez similaire, ou en tout cas comparable, non pas quant aux performances ou au manque de performance d'Antonelli, mais plutôt à cet écart de performance où lui avait terminé 5e en l'occurrence l'année dernière. Oui, bon après c'est vrai que la situation c'est aussi est aussi très différente par rapport à 2025, je dirais, parce qu'on se souvient, tu l'as mentionné, cette tournée européenne de Kimi Antonelli qui avait été très très compliquée. Là, il fait une tournée européenne qui est quand même assez solide pour le moment, même s'il a eu des pépins mécaniques, etc. On voit que sur le rythme, c'est plus le même pilote quand même. Et ce qu'on observera aussi, c'est s'il venait à se battre, ce que je souhaite en l'occurrence pour le spectacle notamment, se battre à Spa-Francorchamps, ça exige une forme de maîtrise technique qui est quand même différente du fait de se battre par exemple à Silverstone ou à Montréal. Non pas que Silverstone ou Montréal soient des circuits simples, mais sont des circuits plus plats notamment, avec beaucoup de zones de dépassement. Spa-Francorchamps, c'est technique partout et c'est assez facile de se sortir si on fait une erreur. Donc attention à ce que la bataille entre les deux ne devienne pas trop âpre. Surtout que c'est le vrai point d'amélioration de Kimi Antonelli, et d'assez loin honnêtement. C'est vraiment là où pour moi il n'est pas encore au niveau de ce qui est attendu d'un champion du monde, c'est dans ses batailles en piste, dans les combats rapprochés il est encore trop tendre, trop brouillon. Et j'ai encore en souvenir le départ du Grand Prix d'Autriche où il tire tout droit au virage 1 puis au virage 3. On peut parler aussi de Miami.
Où effectivement le départ à Miami, que ce soit lui ou Verstappen, rate complètement leur départ, ce qui fait que Leclerc justement s'infiltre. Donc ce que je regrette aussi, je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais c'est que pour moi on n'a pas eu de vraie bataille entre Russell et Anthony jusqu'au bout. Voilà. Et j'aimerais bien, alors à Spa ou ailleurs, en tout cas j'aimerais bien avoir cette bataille qui dure et qui permette vraiment de pousser les deux dans leur retranchement sans qu'il y ait de problème moteur, sans qu'il y ait d'accrochage, sans qu'il y ait de tout ça. Peut-être que ce sera à Spa-Francorchamps. Peut-être, c'est vrai que la seule vraie bataille pour le moment qui avait été un peu tendue, c'était le sprint à Montréal, on s'en rappelle, où il y avait une petite touchette entre les deux. Et en l'occurrence, on s'était rendu compte que c'était vraiment chaud entre eux et qu'il n'y avait aucune marge de l'essai. Et ça laisse penser qu'il y aura possiblement dans la saison, tant que l'écart reste rattrapable pour l'un ou pour l'autre au championnat, qu'il y aura certainement un petit contact. Et le fait est qu'ils sont premiers et deuxième, donc on verra bien ce que ça donne. C'est vrai qu'on avait parlé en long, en large et en travers de Silverstone, mais c'est vrai que factuellement, c'est pour l'instant le leader et le co-leader du championnat. C'est ça, mais bon, ce qui peut les pousser à être sages, ou en tout cas ce qui peut pousser Toto Wolff à leur demander d'être sages, c'est que derrière, il y a deux furieux habillés de rouge qui remontent comme des balles. On a beaucoup parlé de Lewis Hamilton à juste titre, après sa victoire à Barcelone notamment, et puis sur la période assez faste qu'il traversait, mais c'est Charles Leclerc qui a brillé à Silverstone, qui a nettement dominé d'ailleurs Lewis Hamilton en rythme de course, qui a remporté la victoire, sa première de la saison et sa première depuis 1 an et demi. Charles Leclerc, il a trouvé quelque chose, ça y est, on sent que dans la voiture, il a réussi à changer la philosophie, à jouer sur les réglages, à trouver quelque chose qui enfin lui permet de l'exploiter quasiment à son plein potentiel. Est-ce que finalement, c'est pas ça la vraie menace pour Mercedes, c'est d'avoir maintenant 2 pilotes Ferrari qui sont pleine bourre et qui vont remonter, je l'ai dit en intro, qui vont remonter comme des balles. J'allais extrapoler, mais je vais répondre à ta question, je vais faire le bon élève. Oui, bien sûr, surtout que Toto Wolff sait, et il l'a déjà dit, alors à quel point, en l'occurrence, lui il connaît Lewis, mais à quel point Lewis Hamilton peut être une menace, c'est vrai qu'il est vraiment pas loin. Toto Wolff, à mon avis, sait gérer comme personne un championnat entre 2 pilotes, notamment quand on a connu le cas Rosberg-Hamilton. Donc, à mon avis, effectivement, la prudence va pas tarder à devoir être la stratégie prépondérante du côté de Mercedes. Parce que ça n'a pas été si bien géré. Hein. Et pour l'instant, ça n'a pas été si bien géré. Rosberg-Hamilton, déjà à l'époque, ça n'a pas été si bien géré. C'est vrai. Et depuis, ils avaient plutôt fait le pari d'avoir quand même des numéros 2, à part Russell-Hamilton, où à la fin, déjà, c'était pas non plus tout. Mais c'est vrai que si on extrapole aussi, Russell-Antonelli en début de saison, notamment, je pense à Montréal, où les deux, même en interview d'après-course, n'étaient pas redescendus. Il y avait une tension qui était toujours présente, donc on sent quand même que c'est sur le fil du rasoir et où si choix il doit y avoir, il doit se faire rapidement. D'où le fait que effectivement Spa-Francorchamps peut être un tournant, parce que pour l'instant Mercedes a encore le luxe de ne pas être tout à fait clair à ce niveau-là, mais Ferrari, vu que tu me parles d'eux, effectivement sont performants. Les 2 pilotes intrinsèquement, au-delà de la performance de la voiture en elle-même, sont bons à Spa. Lewis Hamilton a déjà gagné plusieurs fois. Charles Leclerc, c'est les terres de sa première victoire et il était sur le podium l'année dernière, derrière les 2 McLaren. Donc on peut quand même espérer que l'un ou l'autre profite d'une erreur, ou bien, ça on peut pas le savoir pour l'instant, mais d'une performance, encore une fois, importante de la Ferrari sur le circuit de Spa. Il y a un point aussi qu'il va falloir prendre en compte, c'est que Ferrari, en arrivant à Silverstone, ils étaient assez inquiets du layout du circuit, en fait, du tracé en tant que tel, puisqu'ils craignaient le déploiement d'énergie, notamment, qui est assez difficile pour la Ferrari quand il y a énormément de portions à pleine charge et de ligne droite. Spa, c'est un circuit qui a aussi beaucoup de portions à pleine charge. Ils avaient les mêmes craintes qu'à Silverstone. Enfin, Silverstone, ils avaient dit que Spa aussi, ça allait être compliqué, etc. Ils ont gagné à Silverstone, donc peut-être que leurs craintes ont été un peu levées, mais d'un autre côté, je me dis aussi que ces craintes-là, c'est qu'ils ont vu des choses sur leur simulateur, ils ont sûrement des craintes légitimes, peut-être qu'elles vont s'appliquer et que ça va être beaucoup plus dur pour eux, ou alors peut-être qu'ils s'étaient juste trompés avant Silverstone et qui sont du coup ravis de s'être trompés, que ça va très bien se passer pour eux, mais il va y avoir quand même ce facteur à prendre en compte. Ouais, en l'occurrence, je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi, mais c'est vrai que Spa, pour moi, ça va être un circuit très intéressant sur le plan de la gestion de la batterie, parce qu'il y a plusieurs stratégies possibles. On en a un petit peu parlé à Silverstone, notamment les pilotes en ont parlé un petit peu, quant à la question de savoir quand est-ce qu'ils devaient déployer l'énergie pour que ce soit le plus efficace. Ferrari avait plutôt opté pour le fait de déployer dans le premier secteur, tandis que Mercedes, eux, développaient plutôt dans le 3e, ce qui leur permettait de dépasser justement à l'entame d'un nouveau tour. À Spa-Francorchamps, ça va être particulièrement intéressant, notamment à la fin du premier secteur. C'est vrai que sorti de cette fameuse ligne droite en haut du raidillon, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être employées. À quelle ligne droite est-ce que le déploiement peut être fait? À quel moment est-ce que le rechargement peut être optimisé? Donc là aussi, et je trouve que justement, là où ça a été beaucoup critiqué, cette gestion de la batterie,
encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais là, ça va être un vrai point et ça va être un vrai élément sur lequel les équipes vont pouvoir bosser. Donc ça aussi, dès le début, les essais libres vont vraiment beaucoup compter par rapport à ça. Oui, c'est sûr que c'est assez artificiel, on le sait, les pilotes s'en plaignent beaucoup, surtout Fernando Alonso, etc. Maintenant, c'est ainsi, il faut faire avec. Et en effet, je trouve que sur un tracé de 7 km comme à Spa, ça ouvre pas mal de possibilités de gestion différentes. Il va y avoir des pilotes qui, je pense, vont tenter des choses un peu différentes. J'espère que tout le monde ne déploiera pas au même endroit. Ce serait top. Surtout qu'en plus, Spa, étant donné la topographie et tout, va pouvoir mener à des choses vraiment, à mon avis, sympas de ce point de vue. Oui, si tout le monde joue le jeu et que tout le monde essaie de trouver un peu un petit boost, entre guillemets, un endroit par rapport aux autres, ça peut créer des différences. Je pense qu'il y aura des déploiements dans la ligne droite de Kemmel, en effet, à la sortie du Raidillon, peut-être dans le Raidillon aussi d'ailleurs. Et il y en aura peut-être aussi plus tôt dans le dernier secteur, pour ceux qui voudront, avant justement ce dernier gros freinage où là ils vont recharger pas mal, avant la chicane, voilà. Mais ça va être difficile de faire les deux. Et c'est là que ça va être intéressant aussi, c'est à quel point est-ce que Mercedes, qui était quand même censé être, comme tu l'as dit, très très dominant à Silverstone sur ce point de vue, elle l'a pas tant été. À quel point est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être régler le problème, réfléchir mieux à ça, d'autant que ce week-end, l'absence de sprint fait que il n'y a pas eu possibilité de copier, si on peut dire, ce qui s'est passé pour le sprint chez l'un ou chez l'autre. C'est sûr, on va avoir un week-end assez sympa et puis on va guetter aussi la performance de Red Bull qui a été très décevante à Silverstone, on peut le dire. Red Bull, il y a eu ce gros package d'évolution apporté en Autriche dont on nous avait promis monts et merveilles qui pour le moment peine à convaincre. Alors en Autriche c'était très bien, ça avait bien marché. Verstappen était deuxième de la course et globalement a fait un très bon week-end. À Silverstone, il se battait pour le podium mais il y a encore eu quand même ce problème d'aileron qui se referme mal, qui a provoqué un nouveau crash, la troisième fois cette saison, ça lui arrive après l'Australie en qualification, l'Autriche en qualification et la Silverstone en course. On sent quand même que chez Red Bull, il y a des petits détails qui commencent à partir un peu en vrille. Il y a aussi le départ annoncé de Paul Monaghan, l'ingénieur en chef, qui va rejoindre Cadillac, ça fait un départ de plus. Ça commence à faire beaucoup, on se demande vraiment s'ils arrivent à savoir où ils vont, s'ils trouvent vraiment les clés de développement, et on reconnaît plus tout à fait la grande Red Bull du début des années 2020. C'est particulier Red Bull parce que comme beaucoup d'équipes qui ont dominé, là je vais enfoncer une porte ouverte mais il y a du turnover, donc évidemment c'est aussi pour ça que les équipes vont et viennent en termes de qualité et de domination. En revanche, on sent qu'il y a un potentiel qui est quand même très présent. Le moteur marche, ça on le sait. Certes, il n'est pas encore le plus fiable de la grille, mais il fonctionne. Les évolutions qui ont été apportées ne fonctionnent pas aussi bien, mais on sent là encore que quand la performance est extraite, alors elles permettent d'être au-dessus de certaines équipes, notamment Ferrari, de manière ponctuelle. Donc on sent qu'ils ont quelque chose, et on sent que c'est tellement fin que pour l'instant ils n'arrivent pas à le mettre à exécution. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois pour l'instant dans ce moment de la saison. En revanche, ils ont un quadruple champion du monde qui est normalement un peu impatient, assez exigeant par rapport à ça, et c'est pour ça qu'il l'est. Et on l'a vu à Silverstone d'ailleurs, il n'était pas content après la course, et il pouvait l'être en effet. Là où il n'est pas content, c'est au-delà de la performance, le fait que clairement la voiture soit aussi en partie dangereuse par rapport à ce truc de l'aileron notamment, qui ne se referme pas au bon moment. Pour le moment ça va, parce qu'il n'a pas eu d'accident majeur entre guillemets, mais le jour où il est à pleine vitesse et où il y a un rail en face... on n'a pas envie de voir ce genre d'image, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à juger pour le moment. Je pense qu'effectivement Red Bull a cette capacité à avoir la performance. Maintenant, quand et combien de temps est-ce qu'ils peuvent vraiment se permettre d'attendre pour vraiment la déployer, cette performance? Eh bien là, malheureusement, on n'est pas maître de la situation, et la patience de Max Verstappen, je ne la connais pas. Justement, quelle belle transition. On va en parler tout de suite de Max Verstappen. C'est l'heure du face-à-face de la semaine, Mathieu. On va s'opposer tous les deux sur le sujet, puisque vous l'avez sûrement vu, il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Max Verstappen, qui a des clauses de sortie dans son contrat qui peuvent être activables, qui lui permet de partir, alors qu'il a pourtant un bail qui le lie à Red Bull jusqu'en 2028 normalement. Il y a plusieurs destinations qui sont évoquées. Aujourd'hui, la plus chaude semble être McLaren, si Oscar Piastri venait à partir. Il y a toujours la rumeur Mercedes, mais enfin Mercedes aujourd'hui a plutôt l'air d'être parti vers une reconduction de son duo de pilote. C'est une nébuleuse, Verstappen. Voilà, Mercedes. Verstappen Mercedes, ça date depuis avant son arrivée en Formule 1. Mais du coup, voilà, donc il y a quand même ce sujet. Est-ce que Verstappen va quitter Red Bull? Et du coup, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est Max Verstappen ferait-il une erreur en quittant Red Bull? Mathieu, toi, tu as plutôt envie de dire que oui, il commettrait une erreur. Tu as 1 minute pour me donner tes arguments et essayer de convaincre nos auditeurs. Je vous réinvite, si je puis dire, à la silly season de 2025, en tout cas à l'été 2025. Pourquoi? Parce qu'on se disait, rappelez-vous, lorsqu'il a prolongé pour Red Bull après ce grand épisode de Mercedes, on va voir quelles sont les forces en présence à partir de 2026, et dès lors qu'on saura un petit peu mieux qui sera favori ou non, eh bien il ira vers l'équipe
l'équipe favorite pour continuer à gagner tout simplement. Aujourd'hui, a-t-on plus de visibilité ? Je ne trouve pas. Je pense que Red Bull effectivement continue à être toujours dans le match, ou en tout cas pour l'avenir, et se développer un futur qui peut avoir quelque chose à jouer, en tout cas vers l'avant. Si départ vers McLaren il y a, pour l'instant McLaren a-t-elle plus d'assurance de l'emporter ou de dominer dans les années futures ? Je ne trouve pas. Et puis Mercedes, comme tu le dis, eh bien, il y a une sorte d'embouteillage quelque part à l'entrée de cette écurie. Donc pour l'instant, la nébuleuse est trop compliquée, si je reprends le mot que j'utilisais tout à l'heure. C'est encore un petit peu difficile de lire cette hiérarchie, et donc pour moi, Max Verstappen doit rester dans un environnement connu pour continuer à le développer et à tout simplement aider à le développer pour l'avenir. Parfait, pile dans la minute, magnifique. À moi de te répondre, non, pour moi ce serait pas une erreur de Max Verstappen de quitter Red Bull, ce serait même plutôt bien de sa part, puisque ce serait se mettre un peu en danger, sortir de sa zone de confort, sortir de l'écurie et qui lui a tout donné certes, qu'il a biberonné, etc. Mais pour prouver qu'il est capable de réussir ailleurs, lui il considère qu'il n'a pas besoin de le faire, mais il a envie de gagner. Est-ce que Red Bull aujourd'hui peut encore le faire gagner ? Moi j'en suis franchement pas convaincu, parce que je pense que Red Bull ces dernières années, c'est grâce à Verstappen que Red Bull reste au sommet. On voyait la différence avec ses coéquipiers, et aujourd'hui il a vraiment une voiture qui lui permet même plus de s'illustrer, d'aller gagner des courses comme il le faisait encore l'an dernier. Donc pour moi il faut qu'il tente un nouveau projet, parce que sinon il va quitter la Formule 1 de toute façon. Donc autant aller chez McLaren, parce que chez McLaren tu as la garantie d'avoir une équipe qui sait gagner, et qui l'a montré. Red Bull sait gagner, mais ça fait déjà un peu plus longtemps qu'ils ne l'ont pas montré. McLaren, c'est les doubles tenants du titre. Tu sais qu'ils peuvent gagner. Et McLaren, ils ont le moteur Mercedes. Tu sais que c'est le meilleur aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui penchent en cette faveur. Et puis, McLaren arrive en WEC l'an prochain. Ça pourrait lui permettre de disputer les 24 heures du Mans. Intéressant. C'est vrai que Ford n'arrive pas en WEC. Ah, je rigole. Ford arrive en WEC, mais Ford c'est pas Red Bull. Écoute, intéressant. Honnêtement, celle-là, je la trouve plus difficile que certaines autres questions qu'on s'est posées par le passé. Et puis écoute, en l'absence de notre spécialiste Valentin Glo, je vais aussi me permettre de dire que McLaren est beaucoup plus en avance que Ford sur son développement. Ils avaient annoncé qu'ils rouleraient à partir de début mai. Depuis le 4 mai, ils ont commencé leur programme d'essai. Ils ont déjà fait des essais très longue durée. Ils ont roulé à beaucoup plus Goodwood. transparent sur l'évolution, effectivement. La Ford n'a toujours pas touché la piste quand même. Donc pour deux équipes qui commencent l'an prochain, moi si j'étais pilote, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour des raisons évidentes, je me suis fait les croiser plus jeune. J'irais plutôt vers McLaren, qui est une équipe établie et qui montre même en hypercar qu'ils sont déjà très très près, alors que Ford, ça balbutie encore un peu. Ouais. Et puis surtout, Ford a annoncé ses 6 pilotes, alors que McLaren a encore des places libres. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont en penser, les gens qui nous regardent. Voilà, bon là on a continué un peu le débat, mais c'est un vaste sujet, il y a beaucoup d'arguments, on aurait pu faire plus qu'une minute chacun évidemment sur le sujet. Dites-nous ce que vous en pensez, puisque c'est intéressant. Est-ce que pour vous, Max Verstappen doit quitter Red Bull ? Est-ce qu'il ferait mieux de rester finalement et de continuer son histoire avec son constructeur de toujours, comme on le disait ? C'est en effet un vaste sujet, mais bon, tout ça, on aura peut-être déjà quelques éléments de réponse dans le paddock de Spa-Francorchamps, où on sera ce week-end et on vous fera vivre ça sur autohebdo.fr et puis dans le magazine la semaine prochaine. En parlant de magazine, dès ce soir, à partir de 20h, vous avez le magazine de la semaine en version numérique avec la une sur BMW et cette belle victoire au 6 heures de Sao Paulo. Plein d'autres choses dedans, on était à Goodwood, on vous l'a dit, en Allemagne, on était un peu partout, comme toutes les semaines, donc voilà, allez lire ça, dites-nous ce que vous en pensez, on espère que l'émission vous a plu. Et puis bien sûr, l'événement du week-end, c'est pas forcément le Grand Prix de Belgique, c'est quand même, on l'espère, la finale de la Coupe du Monde dimanche soir avec l'équipe de France, mais bon ça, il va falloir attendre mardi soir, puisqu'au moment où on parle, on est lundi, donc pas encore de ce résultat de France-Espagne. Mathieu, petit prono, toi qui aimes le foot comme moi. Pour France-Espagne ? Ouais. 1-0 pour la France, bien sûr. Voilà, alors Mathieu qui est fan de l'Atlético Madrid, donc quand il y a des buts, ça lui plaît pas. Moi, je vais dire 3-2 pour la France. Je pense qu'on va avoir un match de fou. J'espère qu'on va gagner, mais j'ai peur de cette Espagne, malheureusement. Écoute, on verra. Les gens qui vont regarder l'émission en milieu de semaine le sauront. Et puis écoute, nous, on espère de notre côté, tous les deux, très égoïstement, que nos amis belges nous accueilleront bien pour regarder cette finale chez eux, dans leur pays dimanche soir, s'il y a l'équipe de France. Puis même s'il n'y a pas l'équipe de France, malheureusement, il y a des choses qui arrivent. On aura peut-être une victoire alpine à la place pour avoir un grand cocorico. Évidemment, les pronos pour la finale, quoi qu'il arrive. Voilà, on ira en parler avec les pilotes, on vous fera vivre tout ça. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.